Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek. Hello les Pokéfans, c'est Valentin et bienvenue dans cette nouvelle rétrospective Pokémon. Cette année, ce sont les 25 ans de la licence Pokémon et pour l'occasion, Valentin a accepté de me rejoindre sur la chaîne de Game Geek. Et oui, je vais revenir avec vous sur les 10 faits les plus marquants de chaque saison du dessin animé. Et sans plus tarder, on poursuit avec la saison 4 de Pokémon, les champions de Johto. La saison 4 démarre plutôt bien avec l'arc de Doublonville. Alors je dis arc de Doublonville comme s'il s'agissait d'un arc narratif façon manga shonen, mais en vrai c'est surtout 2-3 épisodes qui sont sympas autour de Doublonville. Doublonville, pour rappel, c'est un peu la plus grande ville de la région de Johto, où on y retrouve beaucoup d'éléments marquants, comme le centre commercial, le train qui relie Johto à Kanto, ou encore la tour radio qui sera d'ailleurs au centre de ces épisodes. Un épisode très créatif et très décalé où en fait au cours d'une émission radio ils sont comme téléportés dans une dimension un peu façon Heroic Fantasy, et je trouvais cet épisode assez sympa parce qu'on a très peu cette ambiance là dans la série Pokémon, donc je trouvais ça assez drôle. D'ailleurs la Team Rocket se prénomme le trio piqueur en tant qu'animateur radio, je trouvais ça assez drôle. Et sinon, on a aussi le combat d'arène contre Blanche, qui est une championne d'arène assez marquante, notamment parce qu'elle a beaucoup marqué les joueurs du jeu vidéo, parce qu'elle est souvent considérée comme la championne la plus difficile de tous les jeux confondus, avec son écrémeux qui enchaînait les attaques roulades. Je pense que c'est une championne qui a traumatisé plus d'un dresseur. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant que les difficultés pour Sacha se montre à partir de ce stade-là de l'aventure, de la compétition, de la même manière que les joueurs avaient galéré aussi avec ce combat-là. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que de la même manière, dans la première saison, il avait aussi eu des difficultés contre Major Bob, le 3e champion d'arène de Kanto. Écrémeux est le 241e Pokémon au Pokédex national. Le premier écrémeux à apparaître dans l'animé est celui de Blanche dans l'épisode 158, qui met à mal le Pokémon de Sacha. L'épisode suivant lui est totalement consacré, Blanche emmenant le Pokégroupe à la laiterie de son oncle, rempli d'écrémeux. On peut noter également qu'un écrémeux apparaît dans l'épisode 207, il habite un oasis Pokémon dans le désert près d'Oliville et soigne le Hérissand de Sacha ainsi que le Miaous de la Team Rocket. Comme je l'évoquais dans la dernière rétrospective, on a un découpage très différent des saisons à partir du voyage à Johto. Et comme le rythme est hyper ralenti, on avance très doucement dans la narration de la série. Alors heureusement, les scénaristes trouvent quand même des idées afin de capter le public, notamment en se basant sur le jeu vidéo. Ainsi, les héros se retrouvent à participer par exemple à un concours de chasse d'insectes, chose qui était déjà présente dans les jeux et qui est d'ailleurs aussi l'occasion de revoir Cathy, dont le Germignon évoluera en Macronium dans cet épisode-là. Mais ça s'arrête pas là, puisqu'au cours de cette saison 4, on va avoir beaucoup plus de compétitions hors série que d'habitude auxquelles les héros vont participer. Alors on passe du concours de capture de Pokémon insectes à un concours de pêche, en passant par un concours de beauté, à une compétition dans un dojo, un tournoi de Pokémon feu, un tournoi de poids lourd et même une course en montgolfière. Donc ça part vraiment dans tous les sens et on sent que les scénaristes ils galèrent un peu à trouver des idées, mais il y a quand même cette envie, on va dire, d'accrocher le public constamment par des tournois, des compétitions. Donc ça participe toujours à avoir de l'action et des enjeux, et ça permet aussi à la Team Rocket de jouer le fauteur de troubles quand on a ce genre d'événement un peu particulier. Ça reste souvent des épisodes quand même assez banals, puisque c'est toujours des compétitions sur un seul épisode, donc ça reste assez peu marquant. Je pense qu'il y a assez peu de monde qui doivent se souvenir de ces épisodes-là, à part moi. Gopix est le 37e Pokémon au Pokédex national. Pierre en possède un, en effet, il lui est prêté par Suzy dans la première saison, à savoir dans l'épisode 28. Il lui rend notamment cette saison-ci dans l'épisode 169, il précise alors que Gopix ne lui a jamais réellement appartenu. Il était cependant devenu tout au long de la série l'un des Pokémon préférés de Pierre, et il est surtout connu pour ses fameuses si-que qui sont vraiment magnifiques. Alors Todd, c'est un personnage secondaire qui avait accompagné le Pokégroupe durant 3 épisodes de la saison 1. Alors j'en avais pas parlé au vu du nombre important d'éléments de cette première saison, mais comme il réapparaît ici pour 3 nouveaux épisodes, je me suis dit que c'était le bon moment pour revenir sur ce personnage,
qui n'est pas anodin puisqu'il s'agit en fait d'un photographe Pokémon qui est aussi la star de son propre jeu vidéo, donc Pokémon Snap, donc un jeu qui consiste à prendre des clichés des Pokémon dans leur environnement naturel. Donc c'est un concept assez basique mais qui a eu son petit succès quand même à l'époque sur Nintendo 64, si bien qu'un nouveau jeu de cette franchise s'apprête d'ailleurs à sortir sur la Nintendo Switch. Donc je trouvais ça d'autant plus intéressant de revenir sur ce personnage-là aujourd'hui. À la base, Todd avait suivi le groupe pour prendre Pikachu en photo. D'ailleurs au début, Sacha et Todd ne s'entendaient pas trop, puis ils finissent par devenir amis et Todd les accompagne jusqu'à l'épisode du secret du centre d'élevage qui voyait du coup l'apparition de Butch et Cassidy mais aussi de l'Ampiflore de James. Il revient aussi maintenant dans cette saison avec l'ambition cette fois-ci de prendre un cliché d'Articodin. Donc l'occasion d'avoir un épisode avec un Pokémon légendaire qui est vraiment au premier plan dans l'épisode où il apparaît. Ce qui n'était encore jamais arrivé jusque-là, puisqu'on avait l'habitude de voir les Pokémon légendaires apparaître plutôt dans des films Pokémon. Donc je trouvais ça assez intéressant de le noter pour cette saison-là. Simularm est le 185e Pokémon au Pokédex national. Lors de sa première apparition dans l'anime, 2 scientifiques le recherchent pour déterminer de quel type est réellement Simularm, ce qui n'est pas facile puisqu'il utilise l'attaque Copie. Attaque donc qui a tendance à les induire en erreur. Beaucoup plus tard, le Pokégroupe rencontre un étrange Simularm couleur or et enfin Pierre va en capturer un dans quelques saisons. En effet, il va avoir un Manzai qui va ensuite évoluer en Simularm. Dans le fandom de l'univers Pokémon, on a des Pokémon qui ne sont pas très populaires. C'est le cas par exemple de Insolourdo. Donc, Insolourdo, c'est un Pokémon qu'on compare souvent à Magikarp, tant il n'est pas très intéressant, autant stratégiquement que dans son design, qui est assez particulier entre l'insecte, le serpent. En plus, il a toujours l'air endormi. Alors, il a des petites ailes aussi qui lui permettent péniblement de se surélever. Alors, je dis se surélever parce que voler, c'est un peu un grand mot pour ce Pokémon-là. Si on parle de lui, en fait, c'est souvent soit qu'il est au cœur de plein de théories sur des possibles évolutions ou des nouvelles formes qui pourraient du coup repopulariser ce Pokémon, soit c'est un Pokémon dont on oublie totalement l'existence, tant il est oubliable justement. En tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'on joue justement sur son aspect un peu bizarre pour en faire un Pokémon hyper populaire auprès des enfants dans un épisode de cette saison, où ils s'amusent à comparer les capacités incroyables de leur Insolourdo, qui passent leur temps à dormir et manger et redormir et remanger. Je trouve ça assez drôle. On a un peu de la même manière un épisode centré sur Culbutoke aussi dans cette saison, où les héros se retrouvent dans un village dont l'emblème est le Culbutoke. Donc tout le monde possède un Culbutoke et adore ce Pokémon, alors qu'on voit bien à travers la Team Rocket que c'est pas le Pokémon le plus utile ou le plus compétent. D'ailleurs, je veux dire, il suffit de voir son expression et son aspect pour se dire que c'est un Pokémon qui reste quand même un peu bizarre. Cette saison voit aussi apparaître Karatroc, donc un Pokémon à l'allure assez frêle, qui est d'ailleurs appelé le Pokémon Pot-pourri, parce qu'il peut stocker dans sa carapace par exemple des baies pour y produire un jus. Donc encore un Pokémon étrange qui est convoité justement pour ses capacités. On va plus rarement voir des personnages convoiter les Pokémon les plus rares ou puissants. Par contre, un Pokémon comme ceux que je viens de citer, ou un Pokémon comme Ramolos, on le convoite pour sa cure Ramolos, ou on le vénère pour ses bâillements qui seraient capables de faire amener la pluie. Donc souvent les Pokémon au design et aux capacités les plus particulières, dans le sens bizarre j'entends, sont amenés à être populaires à travers la série, même si c'est pas tout à fait le cas dans la réalité. Karatroc est le 213e Pokémon au Pokédex national. Karatroc apparaît dans le court-métrage Pikachu et Pichu. Dans sa première apparition réelle dans l'anime, des Karatrocs sont élevés par un vieillard dans le but d'obtenir un fameux remède miracle. Cet épisode présente par la même occasion un Karatroc chromatique. Une magicienne Pokémon a besoin de jus de Karatroc également dans l'épisode 241. Alors, j'avais aussi envie de souligner, comme pour Doublonville, le mini-arc autour de Rosalia, à savoir que Rosalia se base du coup sur l'ancienne capitale historique japonaise qui est Kyoto, et du coup c'est une ville qui révèle tout un caractère traditionnel qui transparaît super bien dans les lieux du jeu ou de l'anime, avec l'architecture des maisons et notamment les pagodes de la tour Ferraille et de la tour Cendrée, qui sont bercés par les légendes autour de Ho-Oh et des chiens légendaires Entei, Reiku et Suicune. D'ailleurs, c'est des éléments architecturaux qu'on retrouve vraiment dans la réalité au Japon.
Lorsque les héros arrivent à Rosalia, ils sont bercés dans toute cette ambiance de légende qui s'inspire aussi du coup de la mythologie shintoïste. À Rosalia, ils rencontrent aussi Mortimer, le premier champion spectre, qui est aussi assez notable. Hein. Voilà, je voulais aussi insister là-dessus parce que moi j'adore les Pokémon spectres, hein, comme vous pouvez le voir. C'est aussi un personnage qui baigne aussi dans toute cette ambiance un petit peu mythologie. On a aussi cette ambiance qui est retranscrite, cette ambiance de Japon traditionnel qui est retranscrite à travers les personnages des sœurs kimono. Donc les dresseuses kimono, c'était une classe de dresseuses qu'on voit aussi dans les jeux à Rosalia et qui possèdent chacune une des formes évoluées d'Evoli. Et dans un des épisodes, on a une petite sœur qui est introduite du nom de Sakura avec un Evoli. Elle manque d'ailleurs de devenir un nouveau compagnon du groupe en se liant notamment d'amitié avec Ondine, dont on retrouve un peu les points communs entre elle et les propres sœurs d'Ondine. C'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aurais pas refusé de la voir justement accompagner les héros pour changer un peu, mais on finira par la revoir la saison suivante, mais également dans un épisode hors série, comme Cathy, ce qui reste assez rare pour un personnage mineur. C'est un épisode qui permet notamment d'introduire Noctali, une des nouvelles évolutions d'Evoli de la deuxième génération, mais on reverra plus tard aussi Mentali, qui prendra la forme évoluée du Evoli de Sakura. Voilà, Mentali que j'aime beaucoup aussi. 196e et 197e Pokémon au Pokédex national, Mentali et Noctali sont deux évolutions alternatives d'Evoli, un Pokémon de la première génération que tout le monde apprécie normalement. Régis possédera d'ailleurs un Noctali et les sœurs Kimono possèdent également un Noctali. Pour posséder un Mentali, il faut que votre Evoli soit heureux et évolue dans la journée, tandis que pour un Noctali, il faut toujours qu'il soit heureux, mais évolue dans la nuit. Pierre fera aussi la connaissance d'une jeune fille du nom de Tewatos. Alors, si vous vous demandez d'où vient ce nom, eh bien elle explique elle-même. Le T vient de Teddiursa, le Wat vient de Watwat, et le Os vient de Osley. Voilà, Tewatos. Donc la rencontre de ce personnage permet de renverser les rôles puisque ce n'est plus Pierre qui joue les Don Juan, mais c'est elle qui va tomber amoureuse de Pierre, alors que lui, pour une fois, ne partage pas ce sentiment. Du coup, c'est assez intéressant parce que ça remet un peu Pierre en question, parce que sa prétendante est très démonstrative et insistante. Elle ne laisse presque pas Pierre parler et elle est même prête à changer son nom pour lui. Donc finalement, après que Pierre échappe de peu à un mariage avec elle, c'est de James qu'elle tombe amoureuse et puis ensuite d'un autre personnage encore dans la même journée. Hein. Donc après, ça change pas forcément le caractère de Pierre qui aurait pu se rendre compte que c'est pas en se comportant de cette manière qu'il va réussir à trouver l'amour et qu'il devrait plutôt attendre que l'amour vienne à lui. C'est dans cet épisode aussi, pour l'anecdote, que Ondine affirmera à Sacha qu'ils se marieront plus tard. Donc c'était assez intéressant de le noter. Aussi, j'en profite qu'on parle de Pierre pour noter aussi que son Nosferati, donc un Pokémon qui est très peu utilisé, qu'il avait capturé au début de la première saison, va évoluer dans cette saison en Nosferalto et aussi en Nostanfer. Nostanfer est le 169e Pokémon au Pokédex national. Pierre en possède un lorsque son Nosferalto évolue tout simplement en Nostanfer dans l'épisode 196 de la série. Il est à noter qu'à ce stade de la série actuelle, même si Pierre n'est plus présent, il possède toujours son Nostanfer, aux dernières nouvelles en tout cas. Dans cette saison, on a assez peu de choses qui bougent du côté des Pokémon de Sacha. Il n'en obtient aucun nouveau, ni aucun qui soit relâché. Par contre, son Germignon évolue en Macronium, et on a notamment un épisode où sa relation avec Sacha est mise à mal parce qu'une fois qu'il a évolué, Macronium ne contrôle plus sa force, et comme je le disais déjà, c'est un Pokémon très démonstratif et possessif avec Sacha. Du coup, il est encore plus brut avec lui quand il montre ses sentiments maintenant qu'il a évolué. Du coup, Sacha se dispute avec Macronium qui lui fait ensuite la tête, et il apprendra dans cet épisode à prendre en compte le fait que les Pokémon peuvent avoir du mal à se rendre compte de leur nouvelle morphologie lorsqu'ils évoluent. Je trouve que c'est un développement qui est quand même assez intéressant dans le sens où on avait un Dracofeu qui n'en faisait qu'à sa tête parce qu'il ignorait totalement son dresseur, et ici c'est à l'inverse un Pokémon qui ne l'écoute pas parce qu'il est trop obnubilé par Sacha. Donc il y avait d'ailleurs un épisode quand c'était encore un Germignon où le Pokémon développait vraiment une jalousie envers Pikachu. Donc c'est un Pokémon qui apprendra à partir de là à se contrôler davantage et à prendre du recul par rapport à son déferlement d'émotions. Après, globalement, on est quand même sur un Pokémon qui, malheureusement, reste bien moins marquant que son homologue Dracofeu.
Scarino est le 214e Pokémon au Pokédex national. On le voit pour la première fois lors de l'épisode 119, Sacha capture alors ce Pokémon. Il fait équipe avec ce gourmand compagnon jusqu'à la saison 5. Son signe particulier, c'est de manger ce que contient les bulbes dans les Pokémon tels que Bulbizarre, donc notamment le Bulbizarre de Sacha qui va y passer. On le reverra ensuite très rarement dans la série, une petite apparition dans la saison 9 est à noter tout de même. Alors, je voulais profiter de cette saison pour parler de Pokémon Le Retour de Mewtwo, qui se déroule aussi durant cette saison 4. Alors, Le Retour de Mewtwo, c'est un film sans vraiment en être un, puisqu'en fait, il est sorti chez nous en film, mais en réalité, il s'agissait de 3 épisodes spéciaux sortis au Japon. C'est d'ailleurs ce qui causera souvent confusion chez les fans. Enfin, moi en tout cas, quand je suis tombé sur la cassette du Retour de Mewtwo, j'ai vraiment cru qu'il s'agissait du 4e film Pokémon, alors que pas du tout. Et en fait, on se rend compte en le regardant que il n'est pas du tout dans les mêmes veines que les autres longs métrages. On sent quand même que c'est moins qualitatif et que ça a moins la narration et la prestance d'un film Pokémon. Donc pour rappel, Mewtwo et les clones partent vers de nouveaux horizons à la fin du premier film, et Sacha et ses amis arrivent justement dans ce film-là à l'endroit, à l'espèce de jardin d'Éden que Mewtwo a trouvé pour s'établir, lui et ses clones. Ça rajoute un petit peu ce questionnement que Mewtwo avait de chercher un lieu idéal pour ses Pokémon et lui, mais il ne le trouvera pas, puisqu'en fait il va se rendre compte que peu importe où il va, il se fera toujours rattraper par les hommes, parce que il ne peut pas vivre totalement isolé et totalement coupé du monde. Donc ça rajoute encore des questionnements, je trouve. On ajoute à ça aussi dans ce film quelque chose qu'on n'avait pas dans le premier, qui est une morale écologique, parce que la découverte d'une source d'eau aux vertus curatives va justement intéresser les personnages. Et là se pose un peu la question de est-ce que cela doit rester secret pour protéger, préserver la vie des Pokémon qui habitent cet endroit, ou est-ce que ça doit être révélé au grand public pour faire avancer la médecine, au risque du coup de voir l'écosystème être dévasté par l'arrivée des hommes. Il permet aussi à Sacha et ses amis de se souvenir cette fois-ci de Mewtwo, puisqu'il leur avait effacé la mémoire à la fin du premier film. Mais sinon ce film, il sera plus jamais évoqué malheureusement, même si Sacha et ses amis se souviennent de Mewtwo, on n'en reparlera plus jamais. Persian est le 53e Pokémon au Pokédex national. Un Persian est vu de très nombreuses fois aux côtés d'un grand méchant, oui, sur les genoux de Giovanni, le leader de la Team Rocket. Car Giovanni, son Pokémon préféré, c'est tout simplement Persian aux grandes dames de Miaous. Miaous est très jaloux de ce fameux Persian. Il apparaît également pour la première fois dans l'animé, dans l'épisode 15, c'est à noter, et dans l'épisode 70, on nous raconte les mésaventures de Miaous à Hollywood, au sein d'un groupe dirigé par un Persian. Et ils vont s'affronter tous les deux, notamment pour les beaux yeux de Miaoussi. On avait eu l'occasion d'en parler dans une rétrospective précédente. Alors, cette saison 4, c'est aussi l'occasion de parler cette fois-ci du vrai film Pokémon 4. Donc j'évoquais déjà dans la rétrospective précédente le fait que l'arc narratif, qui avait été initialement prévu autour de la GS Ball qui devait contenir Celebi, a été annulé dans la saison 3, du coup au profit du 4e film qui met donc en avant Celebi comme légendaire dans une toute autre histoire. Et on y voit notamment Suicune qui a la capacité de purifier l'eau. D'ailleurs tout se passe un peu dans une immense forêt. Malheureusement je trouve que c'est assez peu travaillé les paysages dans ce film là, qui pourtant avait quand même pour ambition d'évoquer le voyage dans le temps. Sinon le film se concentre sur Sacha encore et sa relation avec Celebi, qu'une sorte de braconnier tente de s'emparer, et Celebi qui finit par se faire totalement corrompre et se transforme en un monstre qui cherche à détruire la forêt. Donc, dans l'idée, ça fait un peu penser, je trouve, à Princesse Mononoke, qui était sortie quelques années auparavant. Sinon, je pense que la scène assez marquante du film est lorsqu'on a le corps tout flétri et inerte de Celebi. Donc scène assez touchante, bien que tout ce qui se passe avant et la relation avec le Celebi soit assez superficielle, je dirais. Après, on a aussi un nouveau personnage, Samy, qui vient du passé et qui est en réalité, alors attention spoiler, le professeur Chen dans ses jeunes années. Alors bien sûr, Sacha et le spectateur ignorent de qui il s'agit au début. La révélation n'est faite qu'à la fin du film, et encore, elle n'est faite que dans la version occidentale, parce que ce film a la particularité non pas d'avoir eu des scènes supprimées comme on a l'habitude, mais des rajouts pour nous faire mieux comprendre l'histoire. En tout cas, je trouve ça super intéressant que ce personnage soit autant mis en avant de la même manière qu'on a mis les projecteurs sur la maman de Sacha dans le film précédent. A savoir aussi, à cette époque, les films ont cessé de sortir au cinéma en France, mais pour autant le film ne fut
pendant longtemps ni diffusé à la télévision, ni commercialisé, et il faudra attendre 2007 pour une sortie DVD, soit près de 6 ans après sa sortie au Japon. Et en plus, pour la première fois, Sacha n'est pas doublé par le comédien habituel. Donc pour toutes ces raisons, c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, et à partir de là, les films Pokémon s'adresseront vraiment plutôt à un public de niche et seront beaucoup moins communiqués. Sinon, on notera aussi que c'est le premier film pour lequel la bande originale est cette fois-ci conservée. Donc tous les thèmes musicaux d'ambiance, à part les génériques d'ouverture et de fin, respectent du coup la BO japonaise. Chose qui n'avait pas été faite du coup pour les 3 premiers films. Celebi est le 251e Pokémon au Pokédex national. Initialement, la GS Ball du dessin animé devait contenir un Celebi, mais suite au 4e film qui met en scène ce Pokémon, l'idée a été écartée de l'histoire et la GS Ball, vous le savez, s'est retrouvée complètement oubliée chez Fargas, tout simplement. Alors, pour rien vous cacher, c'était pas forcément évident de chercher 10 faits hyper marquants dans cette saison, mais c'est quand même un chouette exercice parce que je me rends compte que chaque saison offre toujours son lot de particularités et d'anecdotes, même si là on se situe quand même aussi dans la pente un peu descendante de la popularité de Pokémon. La série prend vraiment beaucoup son temps et peine vraiment à se renouveler. Encore dans la saison 3, on introduit une nouvelle génération, une nouvelle région. On se situe vraiment dans une saison de transition. C'est une saison qui n'a ni début ni fin. Et c'est pas forcément hyper pertinent de critiquer du coup une saison comme celle-là. Après, on aura tout de même introduit le premier Pokémon de la 3e génération dans cette saison-là, qui est Kecleon. D'ailleurs, pour l'anecdote, Kecleon, on a un Kecleon de couleur violette qui n'est pas le Kecleon chromatique, mais qui est un Kecleon qui réapparaîtra aussi dans la série de jeux Pokémon Donjon Mystère. En tout cas, on termine quand même sur un peu de dépaysement puisque Sacha et ses compagnons prennent la mer pour Irisia, où Sacha remporte un badge contre Chuck, un champion de type combat, qu'on reverra d'ailleurs dans la saison 23, qui est diffusée actuellement. On nous teasera aussi la prochaine championne, Jasmine, première ambassadrice du nouveau type acier qui, comme dans le jeu vidéo, doit d'abord s'occuper de son Faramp malade. Et du coup, la suite dans la prochaine et ultime saison à Johto, la 5e saison. Faramp est le 181e Pokémon au Pokédex national. Dans l'épisode 208, Jasmine possède un Faramp appelé Luciole qui s'occupe d'éclairer l'océan face à Oliville, depuis le phare de la ville. D'abord malade, le Pokémon ne peut plus assurer sa fonction. Sacha, Ondine et Pierre sont donc chargés de récupérer un médicament alors à Irisia pour pouvoir soigner ce Pokémon, ce qui sera fait dans l'épisode 223. Merci beaucoup Valentin et merci à vous de nous suivre. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, on en sera ravis. Rendez-vous la prochaine fois pour la saison 5, la quête ultime.